Salut Yvan. Salut Raphaël. Ça va? Et toi? Ouais, très bien. Bienvenue dans le golfe du Morbihan. Merci, je commence mon voyage ici. C'est fantastique. On a le temps avec nous? On va pas trop traîner quand même parce que la marée descend. Ouais. Donc pour que tu puisses enfiler la combinaison et aller sur les parcs, qui est derrière, D'accord. Tu veux mettre déjà les pieds dans l'eau, toi? tout de suite. Bon, c'est bien. On y va? commence bien le voyage. Allez, go! Allez. Hop. Ça s'étend sur combien de kilomètres, le golfe du Morbihan? Tu as 12 000 hectares de superficie maritime. Ensuite, l'ouverture du golfe ici qui fait 1000 mètres. Donc si tu veux aller à la nage de Port-Navalo à Lac-Marécaire, 1000 mètres. Si Ouais. tu veux aller en voiture, 70 km. Ouais. Si tu veux le faire à pied, 177 km. D'accord. On peut choisir son mode de transport. Le bateau, c'est bien là. C'est plutôt pas mal, ouais. Le golfe du Morbihan, c'est vraiment un lieu à part. C'est une mer complètement intérieure, plein d'îles. La première fois qu'on va venir ici, on ne sait plus si on voit en face de nous le continent ou si c'est une île. Au bout de 3-4 jours, ça y est, on commence À s'adapter. un peu. Mais c'est un monde à part, quoi. C'est vraiment un monde à part. Ouais, c'est un monde à part parce qu'on est quand même dans un milieu très protégé des éléments. Et c'est pour ça que ça nous permet, nous, ostréiculteurs, d'avoir beaucoup de parcs parce qu'il nous faut être protégés pour que nos installations ne soient pas bousculées par les éléments, dont la houle, dont les vagues. Les huîtres du Morbihan, les huîtres de la petite mer. Morbihan, ça veut dire petite mer. Oui, Morbihan, ça veut dire petite mer, mort comme en mer et bihan petit. C'est également le seul département qui n'a pas un nom français, mais un nom breton. La C'est ça. singularité morbihannaise. Voilà, exactement. Et on y tient. Je suis très heureux de passer la journée avec toi sur le golfe. C'est extraordinaire ici. Je pense qu'on va se régaler. Ouais. Je te dis ça pour les huîtres en fin de journée. Notamment, Ouais. notamment. Mais pas que. Ouais. Salut Valentin, salut Roland. Bonjour. Ça veut se dire déjà. Eh ouais, là. On va s'équiper. Allez. Collection automne-été Morbihan. C'est ça. Un peu de problème de flexibilité hein, sur les genoux. Tu vas voir, tu vas t'y faire. D'accord. On est parti? On est parti. Bon alors, comment ça se travaille les huîtres du Morbihan? Alors, comment ça se travaille? Alors, je vais te montrer ce qu'on fait. Ce sont des jeunes huîtres. Hein. Tu vois? Ouais. Ouais, elles sont petites là pour l'instant. Elles sont toutes petites. Mais, si tu regardes bien, nous, c'est ce qu'on appelle, tu vois, la dentelle. Tu vois, la croissance de l'huître. Ouais. Ton travail aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être de venir casser la dentelle. Parce qu'une fois qu'elle va se retrouver dans l'eau, elle va chercher à refaire sa coquille. Donc elle va s'arrondir. Elle va grossir petit à petit. Voilà. Elle va s'arrondir et elle va s'épaissir. Et donc tu utilises les bâtons Parce qu'elles se sont fait piéger dans la maille de la poche. et il faut les décoller. Et pour les décoller de la poche, on va taper dessus. Donc on va remuer la poche et, par friction, en fait, la dentelle va se casser. Et elle va pouvoir continuer sa croissance. C'est presque de la musique, quoi. C'est de la muse-huître. C'est ça. Ouais. On va vérifier ça tout de suite. Si La c'est- muse-huître Voilà. morbihannaise. Ouais, exactement. Allez. Eh les gars, j'ai trouvé un nouveau, là, il est bien. Hein. Ah, pour les poches, il va être bien. 1, 2, 3, 4. C'est physique quand même là, comme métier. Bah, ça t'a permis de bien te rendre compte. Ouais. Hein, ça reste. Ouais, bah. Ça met un peu d'énergie, là. Hein. Ouais, toute l'année comme ça, c'est. Je comprends maintenant. C'est du béton, ça. Au bout de 30 minutes, je suis mort, moi. Enfin, on parle, mais la marée est puissante, là. Ça y est, ça commence à monter, Ouais, là. ça commence à monter. Donc on va être obligé de quitter le parc Ouais. rapidement, tu vois, parce qu'on peut plus travailler maintenant. Promis, la prochaine fois, je ferai mieux. Hein. La bonne poigne. Aïe. Salut, Valentin. En Bretagne, les trésors culinaires sont souvent associés aux fruits de mer. Mais impossible de traverser la région sans goûter aux fameuses crêpes que l'on déguste ici depuis le Moyen-Âge. Les crêpes sont faites à base de froment ou de blé noir. On y ajoute de l'eau, du sel, du lait
parfois des œufs. Chaque village, chaque hameau de Bretagne possède sa recette. On va aller comme ça jusqu'au ruban. Il faut vraiment bien aérer. C'est ça le secret des bonnes crêpes. Les secrets des bonnes crêpes, Véronique les connaît tous, car dans sa famille, on se les transmet de génération en génération. Tout à l'heure où il y a des mamies qui font des crêpes avec des trous. On va soulever et on va faire un atterrissage tout en délicatesse. Mes deux grands-mères faisaient des crêpes. Ma mère, mes tantes travaillaient en crêperie. Et puis naturellement, à la fin des repas, alors qu'on était enfants, on avait le droit de faire 1 ou 2 crêpes. Et petit à petit, on a fait l'apprentissage. Et la couleur magnifique, magnifique. J'adore transmettre ce savoir-faire et puis un petit peu de notre culture bretonne. Voilà. On démarre. Dans ses ateliers, Véronique dévoile le secret de son tour de main. Un geste technique de haute précision. Et hop, on effleure la pâte. On n'appuie pas du tout. On avance, on soulève et on revient chercher la pâte qui est restée derrière. Pendant ce temps, je bascule petit à petit mon poignet. Je fais le virage hélico, ploup ploup. Le truc, vraiment, c'est d'être très léger. On n'appuie pas du tout, on effleure la pâte et on reste bien à l'horizontale. Rani, vous voulez essayer? Dès que j'arrive là, je trouver la bonne épaisseur, je crois, c'est ça le plus difficile. 2-3 cm. Ça va venir. Hein. Aujourd'hui, on est débutant. Alors, on va réussir. Puis on va tirer délicatement. Voilà. Et le petit secret, c'est la butter touch. Et regardez. Une belle crêpe, c'est une question d'entraînement. Mais une bonne crêpe, c'est une question d'ingrédients. Véronique va puiser le goût ancestral de ses farines dans les champs du Finistère Sud. Bonjour Jonas. Salut Véronique. Tu vas bien? Ça va? L'ingrédient principal, c'est la farine de sarrasin. Cette plante, originaire d'Asie, est bien adaptée au climat breton. Lorsque les paysans d'ici ont commencé à cultiver le sarrasin au XVIIe siècle, ils l'ont injustement baptisé blé noir. Il porte mal son nom de blé noir parce que c'est pas une céréale, c'est pas un blé, c'est pas un épeautre. Il appartient à la famille des Polygonacées. Comme la rhubarbe ou l'oseille. C'est ça. Ouais. Véronique n'utilise que du sarrasin local. Mais il n'est pas toujours facile d'en trouver. Car la plupart des paysans ont abandonné sa culture depuis les années 50. Avec l'avènement des produits phytosanitaires, des engrais de synthèse, elle a été un peu oubliée parce qu'elle n'était plus assez rentable en fait, par rapport aux autres cultures, par rapport au blé, par rapport au maïs. Et c'est depuis une vingtaine d'années qu'elle est réintroduite, donc, notamment dans l'agriculture biologique. Alors c'est une plante intéressante, le sarrasin. Elle est sans gluten. Elle a vraiment toutes les vitamines B. C'est une des plantes au monde qui a le plus de phosphore. C'est la championne des nutriments. Après le tour de main et la farine, le troisième secret de Véronique, c'est son appareil à crêpes. Bien sûr, elle n'utilise jamais de poêle, ça serait une hérésie. Comme tous les fins connaisseurs, elle n'utilise que la crêpière made in Bretagne. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour Serge. Vous allez bien? Ça va et vous? Ravi d'être ici. Dans les années 50, cette entreprise quimpéroise a inventé la crêpière. Un objet qui a changé la vie des Bretons grâce à une innovation majeure. Alors ça, c'est la résistance électrique qui parcourt toute la surface de la plaque. Et c'est grâce à ça, quand on étale notre pâte pour faire nos crêpes, eh ben, elle va cuire uniformément. On ne va pas avoir un coin brûlé au milieu ou sur le côté, elle va être dorée partout. Au fil des décennies, la bilique, comme on dit ici, est devenue un objet culte, un emblème régional au même titre que le drapeau breton. On est vraiment beaucoup de Bretons à l'avoir chez nous, dans nos cuisines, pour faire nos repas de crêpes. C'est le modèle familial. Et beaucoup de Bretons qui partent vivre dans le monde entier, dans leur bagage, ils ont leur bilique. À présent, ces crêpières sont un succès mondial. Les Grecs les utilisent pour leurs blinis et les Indiens pour leurs chapatis. La Bretagne les exporte dans 120 pays. Chez Véronique, la crêpe reste avant tout synonyme de fête de famille. Bonjour. Bonjour, Abel. Tu vas bien? Oui. Ben là, je suis avec ma tata Marie-Louise, la reine des crêpes dans notre famille. Elle a travaillé en crêperie à Quimper dans les années 70. Hein?
72. 72. Voilà. Jambon fromage. Allez hop. Et donc on se retrouve en famille pour manger des crêpes. Hop, Patrick, voilà. Je viens de manger une petite crêpe, celle de Marie-Louise, elles sont uniques. D'ailleurs, on a fait un concours, c'est elle qui a gagné. Ma mère et mes tantes ont la même recette, mais c'est pas pour autant que les crêpes ont le même goût, qu'elles ont le même look. Parce que chacune va les faire à sa façon, avec ses garnitures fétiches. Voici Tanguy, mon fils, Tiffaine, ma petite nièce. Et donc, ça y est, c'est parti. Chez Véronique, la relève est assurée. Ce plat fétiche de la région a de beaux jours devant lui. En Bretagne, on mange 3 fois plus de crêpes que dans le reste du pays. Là, on est en plein dans le courant. Plein C'est dans la le courant. marée qui monte. Tu vois que ça bouge, C'est impressionnant quand même. ça pousse. Ouais. Donc nous sommes là dans le deuxième courant d'Europe, le courant de la jument. Là, il pousse à 9 nœuds aujourd'hui. Qui vient directement. Donc il vient du Golfe. Ouais. Et puis tu vois après qu'il y a un phénomène entonnoir, hein, ça se resserre, donc ça va accélérer le volume d'eau. Faut quand même avoir un petit niveau hein, en navigation. Faut anticiper un petit peu les manœuvres. Un peu plus. Bon là, tu vois que c'est assez calme sur l'eau. S'il y a un peu de monde, c'est vrai qu'il faut anticiper. Attention. Ouais. On arrive sur une île Ouais. qui est en face de nous, là, Erlanic, qui est réservée aux oiseaux. Et tu vois en même temps dessus, Ouais. c'est un ensemble de menhirs, on appelle ça un cromlech. En fait, c'est une demi-sphère, un demi-rond. Et tu as le même, un peu plus grand, dessous, qui est complètement immergé. Parce qu'en fait, il y a 3500 ans ici, l'eau était plus basse de 8 mètres. Il n'y avait pas d'île en Il n'y fait. avait pas d'île. C'était la terre Là, ferme. on était sur la terre ferme. Il y avait juste la rivière de Vannes, la rivière de Noyalo et Ouais. la rivière d'Orain. Mais ici, on était sur la pierre ferme. C'est beau, hein, ces sympa, hein. menhirs avec les oiseaux et puis cette petite prairie. Chaque île du Golfe a sa personnalité. Une personnalité, je sais pas, une ambiance, oui. L'île d'Ar, on est sur une île qui est restée plus authentique, plus familiale. L'île d'Ar reste dans une ambiance ouais, que j'aime bien, qui est plus nature, je trouve. Toi, t'es un enfant du pays, t'es né les pieds dans l'eau. Je suis né les pieds dans l'eau, presque, ouais. Ouais, ça dépend de la marée. Et c'est ça, c'est ça. Sur quelle commune? Sur Baleine. Qu'est-ce que tu préfères dans le Golfe? Bah, ce que je préfère, je pense que c'est la variété des lumières, des couleurs, de l'endroit. Si on va dans des pays exotiques, on va chercher la carte postale, mais cette carte postale-là, elle est la même tous les jours. Ici, jamais. Il y a des lumières différentes, la marée différente, les saisons sont différentes. C'est jamais pareil. Tu t'en lasses pas? Et ah non, je crois que plus je vieillis et plus j'apprécie d'être ici. Ouais. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est fabuleux, on est au milieu des champs, on était il y a quelques minutes vraiment au milieu de la mer. Ouais. C'est la campagne à la mer. Maintenant qu'on est à l'île d'Ar, je vais te présenter quelqu'un au moulin de Bernot, là, qui se trouve tout au fond là-bas. La maison en pierre? Ouais, tu vois. Jean? Bonjour Jean. Ça va, Yvan? Bonjour. Raphaël. Enchanté. Raphaël. Jean. Donc je t'emmène ici, c'est le moulin de Bernot que Jean a rénové. Il a l'air flambant neuf. Ce moulin, quand on le voit là, mais il date de quelle époque? Tout début 16e siècle. D'accord. Mais il était tout en ruine quand je l'ai trouvé en 94. Il n'y avait plus rien. Quand j'ai vu la ruine que c'était, j'ai dit, quand je serai à la retraite, eh bien, j'essaierai de restaurer le digue et le moulin. Je suis allé jusqu'au bout parce que nous, les marins, ostréiculteurs, quand on croche dans quelque chose, On lâche rien. on lâche pas. Hein. On va Ou au alors, il faut couper les mains. Oui, donc c'est un Bah sacré oui. chantier. Ah oui. Et puis, surtout la digue. C'est pas un peu fou pour se lancer dans un chantier comme ça? Si. Mais c'est après qu'on s'en rend compte. C'est pas absolument bon. Ah oui. C'est resté dans son jus. Jean, ça c'est votre bateau? Oui, ça c'est la baie Flandre dans le mauvais temps, au large de Ouessant.
Ça, c'est pour aller sauver les bateaux en Voilà, mer. tous les navires qui étaient en difficulté dans le mauvais temps, on faisait route dessus pour les assister, pour les ramener autant que possible à Brest. Et de toute façon, dès qu'il y avait Force 5 d'annoncer, on était en mer, prêt à intervenir. Ouais. En fait, je commence à comprendre ton état d'esprit, la mentalité. Quand on a des tempêtes comme ça, en pleine mer, et qu'on va sauver des navires, forcément, on va jusqu'au bout. Voilà, on peut sauver des moulins. Hein. Voilà. Rien que la vue à travers la porte, c'est un tableau. Ah, bah, c'est pas beau, ça? Ah ouais. L'hiver, c'est encore plus joli, parce que quand il y a des gros coefficients de marée et tempête, vous avez la mer qui passe 1 mètre par-dessus la digue. Et ça fait une cascade. Il vous faut toujours un peu de houle et de tempête. Hein. Ça, c'est le sauveteur qui parle. Il faut que les éléments se remuent. J'ai toujours vécu avec ça. Ouais. On y va y aller? Ouais, merci beaucoup, Jean. On se retrouve en hiver. Bonne soirée. Ouais, ok. Avec un peu de houle. Bon. Ciao. Je mets un peu de citron. Hein. Tu fais comme tu veux. Ouais. Moi, j'en mets pas. Hop. Oh là là, mon Dieu. Ça fait du bien, hein? Il y a peu d'eau de mer. Elles sont très charnues. T'es sur la chair. Ah ouais, c'est vraiment la chair. Sur la chair. Excellente. Le goût, c'est très subjectif, mais la qualité, ça, on peut l'apprécier. Oui. Et là, Là, tu on peux voit que discuter, l'huître est pleine, quoi. Voilà. Ouais. Oh là là. Alors, celles que tu as travaillées ce matin, Ouais. elles vont finir comme ça. 4 ans de travail. 4 ans de travail. C'est ça qu'il faut, 4 ans de travail. Voilà. Là là là. C'est le bonheur. Magnifique. Huître chaude à la tome. À la tonne. Je te laisse déguster. Oh mon Dieu, je pensais pas que ce serait aussi bon. C'est mieux cru ou c'est mieux chaud? Bah, tu vois, les deux sont excellents, mais avec la tome, ça rajoute quelque chose de Je suis particulier, d'accord. d'unique. Ce que j'aime, c'est que c'est la Bretagne. À la fois, il y a la mer Et la terre. et la terre. Exactement. C'est à l'image du golfe. Merci. Mon voyage commence bien. Et c'est grâce à toi. Santé. Santé. T'inquiète, il va bien continuer. Je suis sûr. Là, t'as un emplacement extraordinaire. C'est proche du paradis. Ah ouais. Ouais, oui. T'es pile dans l'axe du coucher de soleil. Ouais. C'est divin. On est bien là. Ah ouais. Région aux mille et une richesses culinaires, la Bretagne regorge de trésors savoureux. Nombreux sont les hommes et les femmes à avoir dédié leur vie à l'exploitation du milieu marin pour le bonheur de nos papilles. Dans le golfe du Morbihan, Olivier, un ancien citadin, a creusé de ses mains cet immense marais salant. Je suis un contemplatif professionnel, moi. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, en fait, c'est le fait que j'ai l'impression de servir un petit peu à maintenir l'équilibre du lieu et à maintenir la biodiversité. Avec une petite récompense occasionnelle, c'est la récolte de sel. Parce qu'elle n'est pas tous les ans. Moi, en 15 ans, j'ai eu 3 années à zéro, sans sel, donc on ne gagne pas à tous les coups. Olivier vend une partie de sa production sur place grâce à ce self-service. Les gens viennent se servir, donc ils mettent en sac, ils pèsent, ils mettent une petite étiquette et ensuite ils mettent les sous du kilo de sel. Alors c'est 1,50 € le kilo, donc les gens ils arrondissent à 2. J'ai jamais de problème, les gens sont honnêtes. Au fil des saisons, son marais est devenu une oasis pour les oiseaux.
Un spectacle qu'il aime partager avec son fils. Et ben, elles sont un peu marron. Ah ouais. Mes racines, elles n'ont jamais pu pousser dans le béton. Et maintenant que je suis dans un paradis, je m'y accroche. Si Olivier a adopté sur le tard le métier de paysan de la mer, Reynald, lui, l'a reçu en héritage. Sa concession de moules est une affaire de famille. Bon alors, ça va. C'est mon père qui a planté pas mal de pieux à la main, au mail, parce que ça se mettait comme ça à l'époque. À l'époque, ouais, on tapait dessus avec des gros maillets, là, des maillets de 11 kilos, là. C'était physique, quoi, quand même. Un boulot de bannière. Là, il y a de la belle. Mon père les mange crus. Le fléau numéro 1, c'est les étoiles de mer. Depuis 3-4 ans maintenant, on a un développement massif de l'étoile de mer. Ça, c'est dû au changement climatique, clairement. Elles peuvent manger jusqu'à 40-50% de la production. Avant d'emprunter le même chemin que son père, Reynald s'est essayé à la vie de bureau dans l'informatique. Mais l'appel de la mer a été le plus fort. C'est un métier magnifique. Comme les agriculteurs, on façonne aussi quelque part notre parcelle, notre lopin de mer. Je suis amoureux des éléments, de la mer en particulier. Et puis travailler en famille, c'est que du bonheur. Si les coquillages sont répandus dans notre gastronomie, la mer regorge de trésors culinaires encore méconnus. Donc là, je ramasse du haricot de mer, qui est vraiment là parfait. Il est fin, lisse, bien ferme. Actuellement en Italie, ils remplacent leur tagliatelle classique par ces haricots de mer, parce que ça fait des tagliatelles sans gluten, riches en fibres. Donc c'est vraiment, on blanchit l'algue, on met une sauce tomate, du parmesan et on a des pâtes sans gluten. Ces légumes de la mer et leurs vertus étaient bien connus des anciens. Donc là, on a de la dulce, qui est une petite algue rouge qu'on mange plutôt comme une crudité. C'est les Celtes qui se transmettaient les rochers où il y avait cette algue-là comme des trésors, quoi. De famille en famille, ils étaient sûrs que s'ils avaient cette algue-là à dispo sur la roche, ils allaient survivre. Marie est une pionnière. Elle a créé l'une des premières entreprises d'algues alimentaires en France. Et aujourd'hui, elle est en passe de franchir un nouveau cap. Les gens consomment de plus en plus d'algues. Il faut qu'on puisse les approvisionner sans toucher à la matière sauvage. Du coup, on a développé un programme en interne de culture d'algues. Depuis quelques semaines, on a des résultats, puisqu'on a nos premiers petites plantules d'algues qui sont là et qui représentent une petite biomasse toute verte et toute mignonne. Ouais. Marie en est persuadée. Les algues sont promises à un bel avenir et comme en Asie, elles s'imposeront dans nos assiettes.